Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler du nouvel ordre mondial, on va parler de la conséquence de la réorganisation du monde et de l'impact que cela peut avoir pour votre patrimoine, des réflexions que vous pouvez mener dès à présent pour essayer de vous protéger, pour essayer même de préserver votre patrimoine. Parce que dans un monde dans lequel nous allons aller, eh bien l'idée n'est pas tant d'arriver à développer son patrimoine que déjà d'en conserver la valeur, et si vous faites ça, vous en sortirez probablement gagnant. Forbes a communiqué une synthèse qui explique très bien leur point de vue. Le président de BlackRock a aussi déclaré quelque chose à ses actionnaires dans ce sens-là. Le conflit en fait exacerbe la polarisation et l'extrémisme déjà visible dans la société. L'invasion russe a rompu les liens interfrontaliers qui avaient été mis en place. Et en fait, la guerre a de nombreuses conséquences au-delà simplement de la situation en Ukraine. On l'a vu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on l'a vu avec les sanctions économiques qui étaient censées mettre à genoux la Russie. En fait, les sanctions se sont pour la plupart retournées contre nous. Et l'une des sanctions les plus problématiques a été le fait que les États se sont retournés et ont gelé les avoirs de la Russie, mais aussi de certains oligarques. Ce qui fait que il y a clairement là un changement et une démondialisation de fait qui a créé un précédent parce que maintenant tout le monde sait que si vous êtes dans certains pays où vous utilisez certaines devises, que vous êtes à la merci d'une décision politique. Alors bien évidemment, ce genre de décision a été prise dans un cas extrême, dans le cas d'une guerre, etc. Mais quid de l'avenir où ceci pourrait être fait pour cibler des individus spécifiques. Donc la question se pose vraiment. Alors tous les oligarques n'ont pas été touchés par ce genre de décision puisque certains avaient des trusts dans lesquels leur nom n'apparaît pas et donc leurs fonds n'ont pas été touchés. On connaît maintenant le système de trust qui a été popularisé grâce à qui vous savez. L'idée, ça va être de se poser la question de l'impact sur l'immobilier et sur la bourse, de la situation, de la reconfiguration qu'on est en train de voir et je vais vous donner des éléments de réflexion. On va essayer aussi d'utiliser le passé pour essayer d'illustrer un petit peu le futur. Ce qui se passe, c'est qu'on voit déjà que la Russie maintenant demande à être payée en roubles, voire en or, puisque la plupart des pays n'ont pas de roubles à disposition. Donc ils vont se retrouver de fait à payer en or. Et ça, c'est un message aussi très fort, puisque c'est une sortie du paradigme dans lequel nous étions, qui consistait pour les pays et les banques centrales à imprimer de l'argent quand elles le souhaitaient et à distribuer cet argent dans le monde entier à tous les pays, tous les autres pays. Donc là, ça met un point d'arrêt à ce truc-là, puisqu'en fait maintenant il faut payer en or, même si le cours de l'or n'est pas toujours très, il est quand même manipulé, mais c'est un changement de paradigme. On faudra évidemment voir si cela perdure dans le temps, au-delà de la résolution de l'histoire avec l'Ukraine, qui va forcément se tasser et se résoudre dans les semaines et mois à venir. Il faudra voir si ça perdure. Mais c'est un changement majeur parce que les conséquences, et ça c'est si on prend un peu de recul sur la vie des États et la vie même des empires et des civilisations, c'est cyclique aussi ce fait qu'une civilisation ou un État se retrouve si endetté qu'il ne peut pas rembourser et qu'il ne remboursera pas. Il faut bien comprendre que le montant des dettes, donc là on parle de l'Occident, États-Unis et Europe occidentale, le montant des dettes est si faramineux que c'est virtuellement impossible que cela soit remboursé. Donc la porte de sortie, on ne la connaît pas encore, mais on va à un moment donné ou à un autre très probablement s'orienter vers un défaut, c'est-à-dire qu'on ne remboursera pas. Voilà, et ça risque d'avoir des conséquences bien plus importantes que la guerre que l'on voit en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. Justement, sur la guerre et les conséquences, alors il y a plusieurs conséquences que je vais évoquer rapidement. On a l'augmentation du coût du pétrole, bien que ce soit largement inférieur au choc pétrolier qui a eu lieu en 1974. On a aussi les matières premières qui ont, elles, augmenté, et ça semble durable. Alors, on sait que maintenant, l'Ukraine et la Russie exportent à elles deux un tiers du blé mondial.
Donc ça a une très forte conséquence. On a aussi les bateaux ukrainiens qui sont bloqués. Donc apparemment il y a 6 millions de tonnes de blé et 19 millions de tonnes de maïs qui attendent d'être exportés. Évidemment les conséquences sur le gaz. Sur le gaz c'est assez particulier puisque bon, la France dépend un petit peu du gaz, mais c'est surtout l'Allemagne qui en est fortement dépendante. On a aussi le cas pour la France. Il y a apparemment 500 entreprises françaises implantées en Russie, donc 35 font partie du CAC 40. Donc ça c'est ce que signale Raphaël Bourman. Donc du coup, voilà, il y a beaucoup de conséquences sur, on a entendu des noms comme Laura Merlin ou Auchan qui étaient touchés. On a Renault aussi qui est en train de se demander s'ils vont abandonner, revendre des usines qu'ils possèdent en Russie. Par exemple, pour Total, la Russie représentait 5% du cash flow et 10% du résultat. Alors évidemment, on a vu beaucoup d'annonces un petit peu farfelues faites, comme le fait que notamment l'Allemagne ou la France ne voulaient plus de gaz russe ou menaçaient de ne plus l'utiliser. Le problème, c'est que, par exemple, en Allemagne, il n'y aurait apparemment aucun port capable d'accueillir des bateaux pour livrer du gaz liquéfié qui viendrait d'ailleurs. Donc, on ne voit pas bien comment l'Allemagne pourrait se fournir en gaz, ni en charbon d'ailleurs, parce qu'elle utilise aussi le charbon de la Russie. Alors, elle peut utiliser du charbon d'un autre pays, mais voilà, c'est un peu ironique de se remettre à utiliser du charbon, alors que la volonté de l'Allemagne à la base, c'était d'être un pays vert. C'est pour ça qu'ils avaient arrêté le nucléaire. D'ailleurs, maintenant, on comprend de moins en moins le lien de cause à effet. Mais en tout cas, ils se sont mis dedans tout seuls. Donc le mouvement dans lequel nous sommes, c'est un mouvement qui vise à désolidariser le monde, à relocaliser des choses. Donc il y avait déjà eu le coup, évidemment, avec la petite maladie qui a circulé, dont il ne faut pas dire le nom, qui a coupé le monde en deux. On s'est rendu compte que quand on voulait du Doliprane, ça venait de Chine. Et donc ça a déjà été un rappel à l'ordre, mais un rappel à l'ordre qui, s'il n'y avait pas eu d'autres conséquences que cela, je pense que personne n'aurait vraiment rien fait, et parce que tout simplement, la personne au bout du bout, le consommateur, il n'est pas prêt à payer 2 fois le prix de son médicament ou du reste, juste pour le plaisir que ça vienne de France, contrairement à ce qu'on dit, à ce que les gens disent. Leurs actions sont assez différentes, sinon on ne serait pas dans ce genre de situation. Mais là, avec ce qui est en train de se passer avec la Russie, le comportement humain va être un petit peu obligé de changer, puisque la Russie est en train de s'isoler, et il est assez probable que même si les relations commerciales reprennent, elles ne retrouveront jamais leur niveau et leur facilité d'antan. Et donc, on va assister de ce fait à une démondialisation, et cela va avoir une conséquence, et c'est ça qui va nous intéresser sur l'immobilier, sur notre patrimoine, sur notre liberté financière. C'est que il est très probable que le coût de la plupart de ce que nous consommons va augmenter. En 2015, l'UFC Que Choisir avait d'ailleurs réalisé une enquête sur les prix dans la grande distribution 30 ans après une précédente enquête. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en équivalent salaire ce que représente le prix d'un objet. Et en 1984, on y voyait qu'un frigo, c'était 14 jours de salaire. En 2015, c'était 6 jours, donc plus que divisé par 2. Un ordinateur, c'était 25 jours de travail en 1984. En 2015, c'était 10 jours. Une télé, 14 jours, 6 jours en 2015. Et une basket bas prix, 2 heures de salaire et 1 heure en 2015. Donc tout a été, le coût a été divisé par 2. Et là, maintenant, vu qu'on est en train de faire la marche inverse, il est très probable que tous ces coûts vont réaugmenter. Je vous rappelle que d'ailleurs, il y a une stat qui tourne de mémoire. La part qu'un ménage consacrait à l'alimentation, il y a 50 ans, était très élevée. Ça pouvait aller jusqu'à 30, 40, 50% selon les périodes de l'histoire, parce que produire de la nourriture coûtait cher. Aujourd'hui, les ménages mettent beaucoup moins d'argent dans la nourriture, mais de la même manière, ça va forcément réaugmenter. Et le truc, c'est que c'est probablement assez durable, cette réaugmentation. Donc, c'est vrai que quand on voit les prix augmenter, on s'affole, puisqu'on a notre budget qui est prévu au quotidien avec ce que l'on connaît. Mais par le passé, c'est quelque chose qui a existé, où on consacrait une très grande partie de notre budget à se nourrir ou à des choses de base qui coûtaient 2 fois plus cher à l'époque qu'aujourd'hui. Maintenant, voyons ce qui s'est un petit peu passé dans le passé pour l'immobilier, et puis essayer d'en tirer un petit peu des conclusions et une manière de
de se protéger et peut-être d'investir différemment. Dans les années 70, il y a eu une très forte inflation, importante hausse des prix des logements et la bourse était très décevante à l'époque pour les Français et du coup c'était vraiment la valeur refuge, hein. C'est de là que vient la notion d'immobilier. En 1980, il y a la loi Quillot sur les rapports entre propriétaires et locataires, il y a la création de l'impôt sur la fortune et du coup la construction s'arrête brutalement, donc insuffisance de l'offre et du coup hausse des prix. Et c'est qu'à la fin des années 80 qu'il y a une correction qui est forcée par la montée des taux d'intérêt et donc les prix de l'immobilier qui chutent de 20% pendant 10 ans. Et la hausse reprend à la fin des années 90. Et ce qu'on voit aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est que malgré la situation sanitaire, on voit quand même bien que les prix de l'immobilier restent élevés, soutenus et qu'ils ne sont pas forcément très orientés à la baisse, en tout cas pas de manière rapide. Il est tout à fait possible que les prix diminuent, mais comme on va le voir, est-ce que ça va avoir une conséquence sur les loyers? C'est pas forcément certain. Si on prend les loyers justement, il y a ce graphique de l'INSEE qui montre l'indice des loyers en monnaie constante depuis 1949. Donc on voit une très forte augmentation entre les années 50 et 70. Après ça s'est un petit peu tassé et après c'est reparti à la hausse jusqu'en 2008-18 où ça augmente en fait de manière assez régulière en fait les loyers ne sont pas particulièrement orientés à la baisse. Donc là aussi, le logement reste un besoin de base, ce qui fait que se loger et j'ai déjà fait une vidéo, je vous renvoie d'ailleurs vers cette vidéo sur la pénurie des logements en France. Regardez-la pour bien comprendre la situation, parce qu'à mon avis, les loyers ne sont pas prêts de baisser de manière importante. Là où il y a une conséquence assez importante, c'est sur le coût de la construction et le coût des matériaux. Ça oui, évidemment, ça, la hausse est déjà là, même si ça s'est un petit peu tassé par rapport au pic qu'il y avait eu l'année dernière. Les matériaux restent pour la plupart plus chers qu'avant et il est probable que ce soit assez durable. Donc dans l'immobilier, le truc c'est que voilà, les taux d'intérêt vont influencer la capacité d'achat des ménages et dans une certaine mesure des investisseurs. Ce qui fait que ce qui peut avoir un impact sur le marché de l'immobilier, c'est évidemment l'augmentation des taux. Les taux sont difficilement augmentables puisque les États sont surendettés. Alors ils les ont un tout petit peu augmentés pour essayer de contenir l'inflation, mais les taux ne pourront probablement pas passer à 3 ou 4% ou plus en France parce que ça causerait tout simplement une impossibilité pour la France de rembourser sa dette. Donc ne serait-ce même que les intérêts de sa dette. Donc c'est a priori pas une situation que nous verrons, ce qui fait que les prix de l'immobilier ne vont pas forcément chuter à court terme a priori. Donc quand on a d'un côté des loyers qui vont probablement se maintenir et des prix qui vont pas forcément chuter, on est sur l'immobilier sur quelque chose qui va plutôt rester stable et surtout la variable qui va jouer, c'est le coût de la construction. Donc là, ça veut dire que probablement le prix du neuf va augmenter, ce qui fait que ça va favoriser l'ancien et donc maintenir davantage la valeur de l'ancien puisqu'il va y avoir moins de construction neuve ou qu'elle va être si chère que finalement beaucoup de personnes vont se tourner vers de l'ancien. Donc voilà, c'est évidemment quelque chose de dynamique, mais tout ça, ces augmentations ne sont pas, comme le pensent parfois des gens de manière un peu simpliste, forcément l'annonce d'une catastrophe sur le marché de l'immobilier. Parlons maintenant de la bourse. Lors de la dernière crise pétrolière en 1974, le cours des actions françaises a chuté de 32%. Et entre 1974 et fin 1977, une nouvelle chute de 45%. Donc les Français qui étaient déjà beaucoup sur l'immobilier, ils ont complètement quitté la bourse. Du coup, il y a eu des avantages fiscaux, notamment avec Monory en 1984, pour faire revenir les Français sur les marchés financiers en offrant une part de placement en bourse déductible du revenu imposable. Donc ça a permis de faire revenir 1 million de nouveaux actionnaires en 3 ans et du coup le CAC 40 a commencé à se récupérer. On voit aussi que le CAC 40 est très cyclique comme le sont les marchés financiers. Et fondamentalement, la bourse reste quoi? Ça reste une manière de financer l'économie
avec ses excès, ses travers et ses imperfections que l'on connaît. Mais malgré tout, lorsque vous investissez dans des entreprises, derrière, elles produisent quelque chose de concret, il y a un consommateur derrière et si vous encaissez un dividende, c'est que l'entreprise a bien fait son travail. Donc si vous voulez, le fait d'être investi dans des entreprises de qualité, évidemment, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de préserver la valeur de votre argent dans le temps, puisque c'est un actif productif. Et donc, si ça produit, c'est que ça a de la valeur et c'est l'un des meilleurs moyens que cela conserve sa valeur dans le temps. D'autant plus que la plupart de ces entreprises, alors ça dépend du secteur, et bien entendu, mais si vous êtes sur des entreprises qui sont sur des secteurs où elles peuvent répercuter le prix de l'inflation, le prix des matériaux sur les consommateurs, eh bien, du coup, l'entreprise protège sa valeur, sa capacité à produire du résultat et donc, in fine, la valeur de votre propre investissement. Donc, c'est une manière de protéger votre argent de l'inflation en le mettant dans des véhicules qui sont capables de s'ajuster et de suivre l'inflation. Alors pour le coup, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être une opportunité pour les économies occidentales de se recentrer vers une économie peut-être vertueuse dans le sens écologique, puisque on va relocaliser des choses très probablement, que l'on va peut-être moins consommer puisque les choses vont coûter plus cher. Donc c'est peut-être ça quelque chose de positif dans le fond pour le monde de manière générale. Ça remet aussi en cause la place de l'Occident. C'est vrai que l'Occident a tendance à penser qu'elle est au centre du monde, alors que du coup le monde est quand même multipolaire et l'est de plus en plus. On voit apparaître un bloc occidental, un bloc évidemment asiatique et puis un bloc avec la Russie et puis ses alliés. Donc sans évidemment oublier l'Inde dont on ne parle jamais depuis la France et l'Europe, mais qui est un mastodonte en termes de population notamment et c'est une grosse économie dans le monde. Donc il y a ces différents pôles qui existent et ça va être de plus en plus fragmenté. Donc vous, pour votre patrimoine, il y a quand même une opportunité aussi au travers des marchés financiers et au travers d'autres mécanismes de s'exposer à d'autres marchés, d'autres secteurs intéressants. Ça peut être particulièrement intéressant d'acheter ou d'avoir du rouble ou d'être investi en Russie si celle-ci se met à être collée à l'or parce que ça sera une garantie de valeur que derrière, c'est pas de la devise de merde comme l'euro ou comme le dollar qui sont totalement surendettés et qui en plus leur confèrent des avantages juridiques et autres qui se sont auto-attribués et qui en fait deviennent des raisons pour les autres économies de ne plus utiliser le dollar. On voit le mouvement avec la Chine, avec d'autres pays qui font de plus en plus de transactions hors système dollar, hors même SWIFT et pour se désolidariser de tout ça. Donc en tant qu'investisseur qui souhaite développer ou conserver la valeur de son patrimoine, ça va être intéressant de pouvoir mettre un pied soit en Chine, parce que la Chine déjà, je vous le rappelle, elle n'a pas monétisé son Covid, hein, elle n'a pas monétisé tout ça, elle ne s'est pas surendettée comme l'ont fait nos économies. Donc la valeur du yuan a été conservée et la Russie est en train de prendre une direction similaire avec les décisions qu'elle a prises. En dehors de toute considération politique, on sait bien que les Russes c'est les grands méchants, c'est acquis, lisez la presse, vous serez très bien informés. Donc du coup, pour vous, investisseurs, il y a une question de diversification, je pense, qui devient de plus en plus importante, évidemment mondiale, et qui est facilitée avec les outils qu'on a là. Je ne peux pas évidemment ne pas mentionner la crypto qui reste un élément pour moi central, qui reste un actif assez petit au regard du reste des actifs dans le monde, même aujourd'hui. Et pourtant, on voit que le Bitcoin qui est l'or numérique, clairement joue son rôle pleinement de valeur refuge de plus en plus et de stockage de son argent qui est, on va dire, indépendant des devises et des États. Là, ça joue pleinement son rôle, même si, évidemment, par exemple, on voit que l'Europe essaie de l'attaquer avec des règles plus ou moins contraignantes ou ridicules selon les cas. Et à contrario, on voit que l'Angleterre, le Royaume-Uni en profitent pour annoncer en grande pompe que l'Angleterre veut être un hub mondial pour la crypto-monnaie, pour les projets crypto et les entreprises dans la crypto, en prenant évidemment le contre-pied
de l'Union européenne, puisqu'elle n'a plus à subir les règles de l'Union européenne. Donc on verra bien, en tout cas le Bitcoin permet de s'affranchir de tout ça, permet probablement de garantir la valeur de votre argent aussi, même si le cours de la crypto est forcément fluctue beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, évidemment, dont je fais partie, qui arrivent finalement à l'idée qu'il vaut mieux avoir son argent qui, en équivalent fiat, passe de 30 000 à 40 000 à 60 000 qui descendent comme ça, plutôt que finalement tout avoir en euros ou en USD et de voir son argent diluer, subir l'inflation et subir tout un tas de déconvenus que l'on ne maîtrise pas. Donc il est assez probable que le Bitcoin soit en meilleure posture dans l'avenir, de conserver et voire même de prendre de la valeur parce qu'il est déflationniste par défaut. Il y a d'autres crypto-monnaies qui sont plus petites, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui jouent ce rôle-là. Donc c'est une vraie réflexion à avoir dans votre patrimoine. Et pour conclure, eh bien évidemment, tout ceci va mettre l'accent sur les solutions et les activités résilientes, des activités qui ne dépendent pas notamment du tourisme mondial, qui va forcément être un petit peu freiné et qui ne retrouvera probablement jamais le niveau de 2018 ou 2019. Ça va freiner un petit peu ces activités-là, mais à contrario, ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de visiteurs et moins de touristes. C'est juste que ça va être plus local. Donc ça va modifier les équilibres dans le monde et les déplacements de flux. Donc des réflexions intéressantes, des pistes pour vous, des idées pour réorienter ce que vous faites, votre patrimoine, etc. En tout cas, réfléchissez à ça, réorientez bien ce que vous faites pour être gagnant dans un monde multipolaire, un monde où on vous promet que vous n'aurez rien et que vous serez heureux, pour que vous soyez résilient, que votre patrimoine soit résilient, que votre famille soit résiliente et que vous puissiez vivre pleinement libre. Portez-vous bien. Salut.